on se retrouve aujourd'hui pour faire mon bilan du mois de février. Et comme les mois précédents, on va partir de ce qui m'a le moins convaincu à ce qui m'a le plus convaincu. Pas de coup de cœur au programme aujourd'hui, mais beaucoup d'excellentes lectures ce mois-ci. C'était incroyable au niveau de la lecture, franchement j'ai eu beaucoup de chance. Ou alors j'ai bien sélectionné mes livres, j'en sais rien, mais en tout cas ça s'est super bien passé ce mois-ci. Avant de commencer par cette espèce de top que je fais tous les mois, je vous présente les deux graphiques qui m'ont accompagné pendant ce mois. J'ai tout d'abord lu le tome 9 des Carnets de l'apothicaire. J'aime toujours autant cette série de mangas, j'ai pas grand chose à en dire, c'est vraiment très chouette. Et j'ai également reçu de la part de Gallimard BD la course contre l'amour de Valentina Tran, qui était là pour la Saint-Valentin. Je l'ai lu autour de la Saint-Valentin du coup, et j'ai beaucoup aimé ce récit, j'ai beaucoup aimé les planches. On parle pas mal de sujets donc autour de l'amour, autour de l'acceptation de soi, autour de ce qu'on veut, de ce qu'on souhaite, quelles sont nos limites. En fait c'est un récit qui permet de passer tranquillement en fait de l'âge adolescent à jeune adulte, ce passage qui est pas forcément facile pour tout le monde, et là on le transmet de manière assez douce mais aussi assez dure je trouve par certains aspects, mais en tout cas je peux que vous la recommander, j'ai passé un excellent moment. Maintenant que les graphiques sont faits, on est parti avec les romans, et là j'ai lu 13 romans ce mois-ci. C'est plutôt un bon score, et comme je vous disais, avec des excellentes lectures. Donc ce qui m'a le moins convaincu, c'est Au nom de Chris de Claudine Desmarteaux, que j'ai reçu en service presse de la part de Gallimard, donc dans la collection poche Pulp Fiction. C'est un thriller psychologique young adulte dans lequel on va suivre Adrien qui subit un harcèlement au collège, et il va rencontrer Chris et il va tomber petit à petit sous son emprise, et donc on va alterner des espèces de pages où il parle avec sa mère, où il subit le harcèlement, et en parallèle il y a des pages où c'est en vers libre et il est tout le temps dans ces moments là avec Chris, et donc on va le voir petit à petit sombrer sous son emprise. Je crois que j'ai pas tout compris, déjà je pense que le postulat de base c'est que j'ai pas tout compris, c'est un peu perché pour moi, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre où on voulait nous amener, quel était le but du récit. Je trouve ça bien les thèmes qui ont été abordés, mais je trouve qu'ils n'ont pas été suffisamment creusés. Je pense que tout est resté dans la surface, et surtout la fin est hyper abrupte, je m'attendais pas du tout à cette fin et je vous avoue que je ne l'ai pas comprise, donc je suis passée complètement à côté. J'ai vu d'autres personnes qui ont franchement adoré, donc je pense que c'est à la sensibilité de chacun, mais c'est vrai que c'est un récit qui est un peu étrange à mon goût. J'ai pas grand chose de plus à vous en dire, je vous laisse essayer ce titre pour voir si ça vous convient ou pas. Voilà, sachez que c'est très étrange. Ensuite, en 12e position, j'ai positionné Premier rituel de Kelly St. Clair que j'ai reçu de la part de Bookmark, et j'avais choisi ce titre grandement à cause de l'autrice, puisque j'avais vu énormément d'avis passer sur cette autrice et je me suis dit que ça pouvait me plaire. Donc, je suis partie de ce postulat-là. Malheureusement, ça ne l'a pas fait, mais c'est pas que c'est un mauvais récit, c'est un mauvais roman, c'est juste qu'il y a des choses à l'intérieur qui ne me correspondaient pas et à laquelle je n'étais pas au courant, et c'est ce qui fait, je pense, que je suis passée complètement à côté. Je vous explique. On suit donc Tempeste Corentine qui veut absolument trouver une réponse à des questions, et pour ça elle va rentrer dans un coven, et donc le but du coven c'est qu'il croit qu'elle veut rester pour très longtemps, donc elle veut juste en fait trouver la réponse à sa question et s'en aller, et elle va découvrir au travers de tout ça les réponses. Elle va trouver un coven qui a des règles, qui a des problèmes. Le postulat de base me plaisait grandement, sauf qu'en fait très vite, puisque dès les premières pages j'avais le prémisse de ça, c'est que il y a un désir charnel de la part du personnage principal qui est tout à fait lié au physique, quelque chose que moi je ne supporte pas dans les romans. Une romance déjà de base c'est pas trop mon truc, mais quand j'apprécie les romances, c'est quand il y a un lien qui se tisse petit à petit entre les personnes, quelque chose qui est plus ou moins réaliste. Là ça ne l'est pas, c'est que lié au physique, et malheureusement c'est quelque chose que je n'apprécie pas moi personnellement, mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Je pense qu'il y a des gens qui vont adorer. Au-delà de ça, il y avait des choses extrêmement intéressantes dans ce récit, notamment tout l'arc narratif autour de ses pouvoirs, autour de sa famille, autour du mystère qui l'habite. Vraiment tout ce qui était en dehors en fait de cette romance, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Le problème c'est que cette romance est quasiment au cœur du récit, c'est l'une des intrigues principales. Tout ce qui est autour justement de ce désir charnel qu'il ne contrôle pas, tout ça c'est au cœur du récit, et forcément pour moi c'était pas possible, c'était rédhibitoire, et il y a eu beaucoup de fois où ça m'a sorti de ma lecture parce que complètement parce que ça envahissait le récit. Donc si vous n'aimez pas ce genre de choses, je ne vous conseillerais pas. En revanche, si vous aimez ça, franchement foncez, parce que là l'intrigue qu'il y a
à côté de ça, elle est vraiment géniale. En 11e position, c'est un livre que j'aurais aimé ne pas positionner là puisque c'est ma première petite déception de la part de Naos. Vous connaissez maintenant mon amour pour cette maison d'édition. Et j'ai eu la chance de recevoir La Citerne de Sacha Bazet en service presse. Et malheureusement, il y a des choses qui ne sont pas du tout passées pour moi. Je vous explique. Donc, on va suivre deux personnages. On va suivre Sarah et Vania, qui sont toutes les deux nées dans La Citerne, qui est une cité. Mais Sarah est partie il y a quelques années vivre dans un pays d'Afrique. Et donc là, on arrive à une époque où elle est revenue. Elle veut absolument en fait profiter de tout cet espace, etc. Sauf qu'il y a un mystère qui est caché à l'intérieur. Elle vient avec son copain, donc elle essaye de le cacher. Elle essaie de ne pas divulguer cette grosse information que peu de personnes croiraient en vrai. Et nous on va partir de ça. Et en gros il y a des chapitres où on a des points de vue de Vania, on a des chapitres où on a des points de vue de Sarah, et petit à petit il y a des points de vue qui se rajoutent. Le mystère de base il est incroyable. Franchement l'idée est hyper originale et c'est plutôt bien mené. J'ai adoré la fin concernant ce sujet là où tout explose, où tout rebondit. C'était vraiment super cool cette fin. Malheureusement ce qui a complètement fait défaut pour moi c'est les deux personnages principaux que je n'ai pas apprécié du tout, mais vraiment pas du tout. Il y en avait une que j'avais envie de secouer et l'autre qui m'agaçait au plus haut point. Et forcément quand on s'attache pas aux deux protagonistes qui nous racontent leur histoire, c'est forcément beaucoup plus compliqué de s'attacher et de comprendre et de compatir. Donc ça ne l'a pas fait pour moi, surtout qu'il y a quelque chose que je sais qu'il y en a qui en ont rien à faire, mais moi c'est quelque chose qui me gêne, c'est le langage jeune, je mets entre guillemets, qu'il y a dans les récits au travers des textos et des échanges que peuvent avoir les jeunes. Alors ça va totalement avec le milieu dans lequel on vit, mais pour moi ça m'a complètement sorti de ma lecture. J'avais l'impression de pas être dans un vrai roman. Voilà. Mais c'est propre à moi. Je sais que tout le monde n'a pas du tout cet avis là face à ça. Bref, l'idée de base était géniale. Dans la pratique, il y a des choses qui pour moi ont été un bémol, j'ai bien aimé, mais vraiment ces deux protagonistes c'était pas possible pour moi. On passe au top 10 et celui que j'ai placé c'est The Teller of Small Fortune de Julie Leong qui est une cozy fantasy. Dans ce récit on va suivre Tao qui peut lire des petites fortunes, en gros des petites choses qui peut arriver aux personnes dans différentes choses, dans différents objets, et donc elle passe de route en route pour pas avoir de soucis puisque dès que quelqu'un commence à prédire des choses, ça lui crée des ennuis et donc elle passe de village en village pour pratiquer ça, avoir un peu de sous, sauf qu'au fur et à mesure elle va rencontrer des personnages qui vont se rajouter dans sa petite troupe et ils vont être au final 4 ou 5 et il y a un mystère qui va s'installer mais tard dans le récit autour de ses pouvoirs. Je vous en dirai pas plus. Malheureusement en fait ce qui a fait défaut, c'est une bonne cosy, donc voilà, si vous aimez la cosy fantasy je pense que vous allez l'apprécier. Le problème selon moi c'est que l'intrigue n'a pas été assez poussée et elle arrive trop tardivement dans le récit, donc pour moi c'était trop cosy. Je pensais jamais dire ça un jour, mais j'avais vraiment l'impression de lire des mots sans but précis, et sans ce but j'avoue que j'ai du mal à accrocher au récit, donc je me suis un petit peu ennuyée jusqu'à que ce mystère explose. Et donc là il se passe pas mal de choses, mais ça a mis beaucoup de temps à démarrer et beaucoup de temps à te mettre en place, ce qui fait que j'en suis sortie un peu mitigée. J'ai passé un bon moment, j'ai trouvé ça extrêmement doudou, extrêmement réconfortant, mais il m'a manqué ce petit grain de sel qui aurait pu mettre du piment à ma lecture, et malheureusement ça n'a pas fait l'osmose que j'aurais espéré. On arrive au top 9 et j'ai placé ici Absolu, tome 3 de Margot Dessen qui a été publié chez Big Bang. Je crois que mon engouement envers cette série s'est un peu étiolé au fur et à mesure. Je pense que j'aurais dû peut-être plus enchaîner au niveau des sorties. Et malheureusement dans ce dernier tome en fait j'ai senti des longueurs que je n'avais pas du tout ressenties dans les deux premiers tomes. J'ai eu beaucoup plus de mal à terminer ce livre là, même si j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Je vous avoue que ça s'est un peu étiolé avec le temps et je pense que j'ai pas apprécié autant que j'aurais pu l'apprécier. Donc pour rappel on va suivre dans cette histoire, donc plutôt dans le tome 1, on va suivre une zone qui est l'ancienne Varsovie dans laquelle vit une chose qu'il faut absolument tuer. Et donc chaque année on va envoyer une centaine de jeunes dans cette zone pour essayer de désactiver, de tuer cette bête. Sauf que c'est vraiment complexe et donc nous on va suivre plusieurs points de vue de personnages qui vont atterrir dans cette zone. C'est une toute petite partie de l'histoire mais je vous laisse la découverte parce qu'en vrai elle est très chouette. C'est juste que je pense que j'ai mis trop de temps entre chaque tome, il y a eu trop de temps et malheureusement ça a été un peu décrescendo pour moi, mais je vous invite grandement à la découvrir parce qu'elle était vraiment très très chouette. En 8ème position il y a La Chute de Feu de Elise Kova que j'ai découvert en audiobook. J'avais lu le premier tome je crois le mois dernier et donc j'ai écouté le deuxième tome là ce mois-ci.
Je vous avoue que j'aime beaucoup cette histoire, mais malheureusement je trouve que l'évolution des personnages, on n'y est clairement pas. J'ai eu l'impression que dans ce tome il ne se passait pas grand chose et surtout qu'on faisait un énorme retour en arrière au niveau du personnage principal qui avait grandement changé dans le premier tome, et quand on est revenu dans le deuxième tome, et bien j'ai l'impression que toute la fin du premier tome avait été complètement effacée. C'est pas ce que j'espérais au niveau de ce personnage. Je pense qu'il y avait autre chose à faire. Après c'est une saga qui fait 6 tomes, donc peut-être que elle prend son temps pour la faire évoluer. On verra au fur et à mesure des tomes. Je crois que le prochain est prévu pour la mi-année 2025. J'ai très hâte de découvrir ce 3e tome puisque j'aime quand même énormément cette histoire. Pour rappel, on va suivre Vala qui est une bibliothécaire, une apprentie bibliothécaire, et elle va être sollicitée par un prince un jour et elle va lui révéler des choses sur elle qui vont bouleverser son destin et bouleverser sa vie. Je peux pas vous en dire plus sans vous spoiler, mais je vous invite quand même à faire votre propre avis sur cette saga que j'ai vraiment beaucoup appréciée pour le moment. J'espère que le 3e tome sera à l'auteur de mes espérances et qu'on aura une petite évolution de personnage. À partir de là, vous pouvez partir du principe qu'elles sont quasiment toutes au même niveau parce que j'ai galéré, mais vraiment galéré à les classer. Je savais pas lequel mettre où. Donc les 7 prochains livres dont je vais vous parler, en vrai c'est toutes des excellentes lectures. Donc partez du principe que même si je vous présente le 7, il y a peut-être une mini petite chose qui les différencie au niveau de mon ressenti, mais c'est vraiment pas grand chose. Donc en 7ème position il y a When Stars Come Out de Scarlett Sinclair chez Stardust, que j'ai donc eu la chance de recevoir en service presse. Dans cette histoire on va suivre Anora qui va rentrer dans un nouveau lycée après un énième déménagement, et elle va tomber directement sur un esprit qui va la tourmenter et elle va la transformer en pièce d'or. Sauf que il y a d'autres personnes qui sont au courant que cet esprit existe, et quand il va disparaître ça va émettre des soupçons sur Anora. On a dans ce récit 2 points de vue et c'est surtout une réécriture du mythe d'Eurydice que je ne connaissais que très peu, donc je me suis allée me renseigner après pour savoir de quoi il en retournait. Mais en tout cas j'ai beaucoup aimé ce tome là, franchement. Le mystère, je pense que le point fort c'est vraiment le mystère qui a été placé par l'autrice. J'avais vraiment, mais vraiment tout le temps envie de savoir la suite. J'ai adoré l'introduction du 2e personnage avec ce petit twist au niveau de la créature que c'est. J'ai vraiment beaucoup accroché au personnage, un peu moins en fait avec la personnage féminin que j'ai trouvé un peu bougon et naïve. C'est pas le personnage que j'aurais aimé avoir dans ce livre là, mais en même temps c'est cohérent avec cette espèce d'urban fantasy puisque nous sommes dans un lycée qui existe, nous sommes dans le monde, on a ce côté fantastique, donc c'est logique, elle ait les mêmes réactions qu'une lycéenne, mais c'est vrai que du coup moi il m'a manqué un petit quelque chose pour vraiment m'attacher à ce personnage là. Sinon tout ce qui est mystère, créature, résolution, etc. Et puis cette fin, elle est incroyable. J'ai vu que l'autrice avait prévu normalement un second tome, qu'il était prévu, elle avait même commencé à l'écrire. En fait, elle a changé de projet. Donc pour l'instant, ce second tome n'est toujours pas prévu à l'heure actuelle, même en VO. Donc je ne sais pas s'il verra le jour un jour, puisque je crois qu'en VO, il est sorti en 2021. Donc pas sûr qu'on ait la suite un jour, mais franchement pour un one shot il se suffit et il est vraiment très très chouette, je ne peux que vous le recommander. On continue en 6ème position, j'ai mis Foxglove de Adalyn Grace publié chez De Saxus. Et c'est donc la suite de Belladonna que j'avais vraiment beaucoup aimé, et celui-ci était clairement à la hauteur, j'ai vraiment adoré. Il y a l'introduction d'un nouveau personnage qui rajoute un petit peu de piment à la chose, et c'était vraiment très très chouette. Pour ceux qui ne savent pas, Belladonna, on va suivre une jeune fille qui peut voir les morts, mais surtout tout le monde a l'impression qu'il y a une malédiction qui est sur elle, puisque tous les tuteurs qu'elle a eus sont morts d'une manière ou d'une autre, et donc elle arrive dans un nouveau lieu qui est, je crois, son oncle je crois, et ses enfants, et elle va découvrir des choses de plus en plus macabres. J'ai vraiment beaucoup aimé le premier tome, même si la romance je la trouve vraiment gênante, enfin je la trouve malaisante, mais c'est vraiment propre à moi. Je trouve que la romance qui est présente dedans, c'est vraiment un petit malaise à chaque fois. Il appelle petit oiseau, je trouve ça trop bizarre comme façon d'appeler la personne, même si je pense que chaque couple a vraiment son petit nom, ou pas d'ailleurs, mais je sais pas, petit oiseau je trouve un peu, je sais pas, je suis pas fan, mais en tout cas oui, j'ai beaucoup aimé aussi ce tome là. Le mystère est de nouveau présent, j'ai eu très envie de savoir la suite, je l'ai lu très rapidement aussi également, et j'ai très hâte de lire le dernier tome qui va sortir en mars, donc ça sera normalement la fin de cette trilogie. Mais elle a annoncé, l'autrice, qu'elle sortirait une petite nouvelle dans le même univers. À voir si je la lis ou pas, à voir si The Saxus la traduit ou pas, on verra. Dans le top 5,
On arrive avec Fable de Adrienne Young, publié chez Rajo, que l'on me donne à lire depuis 2 ans dans la vidéo des 12 livres par 12 bookstagrammeuses ou 12 booktubeuses. J'ai vraiment adoré cette histoire, je ne m'attendais à rien et j'étais hyper agréablement surprise. On va donc suivre dans cette histoire Fable qui est dans une île où elle cherche désespérément à quitter l'île où elle est pour retourner sur le continent. On va la suivre à travers de multiples aventures, c'est clairement une aventure marine, donc si vous aimez vraiment les univers de fantasy marine, franchement foncez parce que c'est vraiment hyper cool. Les personnages sont très attachants, ils n'ont rien à voir les uns avec les autres et pourtant il y a une alchimie qui se crée entre eux. J'ai beaucoup aimé Fable et son caractère, j'ai beaucoup aimé Saint aussi, j'ai très envie de découvrir du coup maintenant le livre qui est sorti sur lui spécifiquement parce qu'il y a tellement de choses je pense à raconter sur lui. Vraiment j'ai très envie de le lire, je suis actuellement en train de lire le tome 2 en audio, je vous en ferai retour du coup sûrement durant le mois de mars, mais j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture et j'ai très hâte d'avoir la suite. En 4ème position, j'ai mis Le Dernier Combat de Sarah El Harifi, publié aussi chez De Sexus. Franchement, j'adore cette autrice. Voilà, c'est définitif, je pense. C'est donc la 2e saga que je commence de cette autrice. J'ai également lu Firebound qui va être prochainement traduit chez De Sexus. Donc dans cette histoire, c'est un brin complexe, mais je vais essayer de vous la faire courte et simple. On a une société qui est hiérarchisée en 3 grands groupes. Nous avons les braises, les centres et les hunters qui sont définis par une couleur de sang, respectivement rouge, bleu et transparent. Et donc ce sont des castes. On a donc les braises qui sont au sommet de la société, qui sont riches, qui sont puissants, qui peuvent pratiquer les runes de sang. Et on a ensuite les centres qui sont un peu les intermédiaires. Et enfin les hunters qui sont les esclaves de la société. Dès leur naissance on leur coupe les mains et la langue, ils ne peuvent pas donc communiquer comme nous et nous on va suivre Scylla qui est une braise mais qui a grandi parmi les cendres et en parallèle on va suivre d'autres personnages. On va suivre donc Anour qui est elle une cendre élevée dans les braises et on va suivre Asa qui est une hanteuse et ces 3 personnages vont essayer de renverser l'empire tel qu'il est actuellement puisque ça ne convient pas du tout ni aux cendres ni aux hunters, vous imaginez bien, puisqu'ils sont complètement opprimés et il y a une grande partie qui est laissée dans ce récit à la représentation. On a de la représentation au niveau des personnages noirs, nous avons une représentation au niveau des personnages non binaires, queer. Franchement j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture, aussi bien au niveau de l'intrigue, au niveau de la représentation, au niveau des idées. On a une personnage principale qui est sous D-R-O-G-U-E et c'est extrêmement présent, c'est quelque chose qui est traité à travers ce livre là. C'est rare qu'un livre traite de ce sujet là dans une fantasy, c'est d'ailleurs la première fois que je le rencontre je crois, aussi, de manière aussi poussée. Par contre c'est un livre qui est extrêmement dense, donc si vous n'aimez pas les fantaisies vraiment adultes où il y a énormément d'informations, passez votre chemin parce que celui-ci est bourré d'informations. Au début j'étais complètement perdue, je savais plus qui était quoi et voilà, j'étais perdue, mais franchement c'est une histoire qui vaut le coup, j'ai beaucoup aimé. Après attention aussi, l'autre chose à laquelle il faut faire attention c'est que je trouve que le récit est assez froid. Il y a une grosse distance entre les personnages et la plume de l'autrice je trouve, mais pour moi ça a complètement fonctionné, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai très hâte de continuer cette trilogie. On arrive au top 3 et j'ai adoré découvrir Peau d'âme de Odd Ziegelmeyer, je ne sais toujours pas le dire correctement je pense, publié chez Gulfstream qui sort donc en mars. Franchement une grande grosse pépite. Donc on est sur une réécriture de Peau d'âne, version féministe et on va suivre Blanche dont le destin va complètement basculer, qui est hanté par les souvenirs de sa mère et un jour son père va prendre la décision de trouver une nouvelle épouse pour avoir un héritier, sauf que pour elle c'était elle l'héritière et il lui avait fait clairement comprendre du temps où sa mère était vivante. Mais il a changé d'avis et elle va essayer de prouver qu'elle peut être cette héritière dont il a besoin, sauf que ça va forcément être plus compliqué que ce qui est prévu, sinon il n'y a pas de livre. La seule chose en fait à laquelle vous pouvez faire attention dans ce livre là, c'est que en bas de la couverture il y a un énorme spoil qui n'arrive qu'à la moitié du livre. Donc si vous voulez pas être spoil, ne lisez pas le bas de la couverture. Un conseil comme ça. Je pense que la surprise sera d'autant plus énorme puisque moi je me suis spoilée, je l'ai lu et je me suis spoilé un énorme élément de cette histoire qui je pense mérite d'être dans la surprise. Mis à part ça, j'ai vraiment beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé le traitement qui a été fait justement de nos personnages, de l'intrigue qui est énorme. Le personnage de Blanche, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai eu beaucoup de mal au début mais en fait
quand tu comprends tout le contexte qu'il y a autour, tu comprends ce personnage et je m'y suis beaucoup attachée. J'ai beaucoup aimé aussi les autres personnages. Vraiment, il a tout ce livre, franchement, pour vous happer. Je l'ai lu hyper rapidement parce que franchement, il était génial. Je ne peux que vous inviter à le découvrir. C'était fou. Voilà, c'était fou. En seconde position, j'ai mis Une torche dans la nuit de Sabaa Tahir, qui est le deuxième tome d'Une Bresse sous la cendre, publié donc chez Big Bang. J'adore cette saga, franchement, le tome 2 ne souffre pas du tout du syndrome du tome 2. Il était incroyable, il y a de l'action tout le temps. Il y a beaucoup de sujets qui sont abordés autour du colonialisme, autour de la différence, autour du combat, de qu'est-ce qu'on est, quelles sont nos valeurs, quelles sont nos limites. J'ai vraiment trop aimé encore celui-ci, j'ai très hâte de lire la suite. Pour ceux qui ne savent pas, dans Une Bresse sous la cendre, on va suivre deux protagonistes, Elias et Laïa. Elias qui est un soldat d'élite, qui est l'un des meilleurs de sa génération, sauf qu'il veut absolument fuir l'académie dans laquelle il est, puisqu'il ne s'y sent pas bien, il se sent prisonnier. Et on va suivre Laïa, dont le frère a été emprisonné pour haute trahison, et elle veut absolument le sauver. Elle va donc passer un marché avec les rebelles qui vont donc l'envoyer dans l'académie en tant que servante pour extraire des informations. Je vous laisse lire la suite, mais franchement c'est une pépite, c'est du young adulte mais qui est extrêmement poussé. Il n'y a juste pas de description on va dire morbide ou à très explicite, donc ça permet aux young adultes de le lire, mais en tant qu'adulte il y a pas mal de choses qui sont abordées, des sujets que l'on peut comprendre. On peut imaginer ces scènes qui sont non explicite. Franchement c'était génial, je ne peux que vous inviter à découvrir cette saga. Et on termine avec ma meilleure lecture de ce mois-ci, même si tous ceux que je vous ai présentés avant là dans les 7 derniers c'était incroyable. D'ailleurs c'est un livre qui est en anglais, c'est A Language of Dragon de C.F. Williamson, qui va sortir donc chez Big Bang ce mois-ci. Donc forcément mon rapport au livre et au ressenti est complètement différent quand je le lis en anglais. Forcément j'en attends peut-être un peu moins en anglais, c'est pour que vous puissiez vous faire votre propre avis par rapport à ce que je fais et ce que je dis moi. Dans cette histoire, on va commencer par résumer quand même. On va suivre Vive qui veut absolument devenir traductrice de code draconique. Elle pratique 6 langues de dragon, sauf qu'on nous fait comprendre très vite qu'elle a écrasé absolument n'importe qui pour arriver à ses fins. Malheureusement sa famille va être arrêtée pour autre trahison et donc elle va vouloir les sauver, sauf qu'en le faisant elle va se faire attraper elle-même et on va lui proposer un marché. On va lui dire tu traduis ça pour nous en code draconique et nous en échange on te libérera et on libérera ta famille. C'était incroyable, il y a beaucoup de sujets qui sont abordés. On aborde beaucoup de choses aussi parce que il y a beaucoup de groupes de personnages qui s'affrontent, que ce soit humain ou dragon. Je peux pas trop vous en dire pour pas vous spoiler. La seule chose que j'ai à lui reprocher, c'est un gros reproche, c'est la personnage principale. Elle a des valeurs qui ne sont pas du tout les miennes. Je la trouve extrêmement égoïste et je ne suis pas du tout en accord avec ce qu'elle défend. Mais ça m'a pas empêché en fait d'être tellement prise par l'intrigue et tellement l'envie de savoir ce qu'il y était caché derrière que du coup j'étais happée par l'histoire et je l'ai lu assez rapidement pour un livre en anglais. Franchement j'avais très envie de savoir de quoi elle en retourne et qu'est-ce qu'on nous cachait depuis le début. Le personnage principal est pas cool mais les autres personnages sont vraiment très cool. Là pour le coup c'est le genre de personnage où tu sais pas si tu peux t'y fier, où le récit fait en sorte que tu ne saches pas si tu peux lui accorder ta confiance ou pas toi en tant que lecteur, ni même d'ailleurs de la part du personnage principal. Il y a vraiment un doute qui est permanent et qui fait que tu as envie de rester dans le livre, tu as envie d'avoir la suite. Je ne peux que vous inviter à foncer sur la sortie en français parce que vraiment il y a un gros potentiel et j'ai hâte de savoir ce qu'ils vont faire justement de ce personnage principal qui est vraiment agaçant et savoir en fait comment ça va tourner ensuite parce qu'on finit quand même sur un gros cliffhanger. J'ai très hâte d'avoir la suite, c'était vraiment trop cool. On a donc fait le tour de toutes mes lectures du mois de février. N'hésitez pas à me dire quelle est votre meilleure lecture du mois de février. N'hésitez pas non plus à commenter, à liker, à vous abonner ou à partager. Je vous souhaite une excellente semaine et surtout prenez soin de vous.